Merci. Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, le 9 juillet 2026, la première soutenance du jour ou de la matinée, puisqu'il y en aura deux, et puis 6 dans l'après-midi. Avec nous aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'évaluer le travail de M. Jean-François Jean-Louis. Il a travaillé sur l'intitulé suivant, incidence des institutions de microfinance sur l'inclusion financière dans le sud-est d'Haïti, cadre de la Caisse populaire à venir des Cailles Jacmel, CEPAC. Le jury est ainsi composé, son directeur de mémoire, le docteur Jude-Marie Saint-Martin, le rapporteur, le docteur Fred Célimène, et le président, votre serviteur, docteur Christophe Providence. Jean-François, on t'accorde 10 minutes pour nous faire ta présentation. 10 minutes maximum. Tu as la parole et ton micro est fermé, tu laisses allumer ta caméra et tu commences. Si tu as des choses à partager, tu partages de ton écran. Ce n'est pas à moi de te... C'est un petit rappel. Okay. Bonjour, monsieur le directeur, messieurs les membres du jury. Je suis Jean-Louis Jean-François. J'ai l'honneur de vous présenter mon mémoire intitulé « Inclusion des institutions de microfinance sur l'inclusion financière dans le sud-est d'Haïti » en prenant comme cas d'étude la Caisse populaire à venir de Caille-Jacmel. Mon plan est ainsi représenté. Introduction, cadre conceptuel et épistémologique, approche méthodologique, résultat, conclusion. Cette recherche s'intéresse au rôle des institutions de microfinance dans la promotion de l'inclusion financière dans le sud-est d'Haïti. Prenant comme cas d'étude la Caisse populaire à venir de Caille-Jacmel. L'objectif est d'analyser dans quelle mesure cette institution contribue à l'amélioration de l'accès des populations aux services financiers et à favoriser le service financier. Pour la problématique, on dit qu'en Haïti, une grande partie de la population, notamment dans le sud-est, a encore un accès limité aux services financiers formels tels que l'épargne, le crédit, les moyens de paiement et les assurances. Les institutions de microfinance, comme la CEPAC, ont été créées pour favoriser l'accès de ces populations aux services financiers. Toutefois, il demeure nécessaire de déterminer dans quelle mesure ces institutions contribuent réellement à l'inclusion financière de leurs membres. Question de recherche. En quoi les services de microfinance offerts par la Caisse populaire à venir de Caille-Jacmel influencent-ils l'inclusion financière des populations du sud-est d'Haïti? Hypothèse de recherche. On dit que les activités de la Caisse populaire à venir de Caille-Jacmel contribuent significativement à l'amélioration de l'inclusion financière des populations vulnérables du Sud-Est. Les objectifs de recherche, en parlant du contexte et la justification, on dit qu'en Haïti, particulièrement dans le Sud-Est, une grande partie de la population a un accès limité aux services financiers formels. Les institutions de microfinance jouent donc un rôle essentiel en facilitant l'accès à l'épargne et au crédit. Cette étude vise à évaluer dans quelle mesure la CEPAC contribue
à renforcer l'inclusion financière et à améliorer l'accès aux services financiers dans la région. Concernant les objectifs de recherche, notre étude a 3 chapitres, une hypothèse de recherche, un objectif général et 2 objectifs spécifiques. L'objectif général consiste à analyser les incidences des institutions, des activités de la CEPAC sur l'inclusion financière. Comme objectif spécifique, d'abord, c'est d'examiner le rôle de la Caisse populaire Avenir de Cajamel dans l'accès aux services financiers. Dans un second temps, c'est d'évaluer leur constitution à l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. Nous avons impris 3 termes à définir. Ce sont les coopératives d'épargne et de crédit, la microfinance et l'inclusion financière. Pour l'inclusion financière, selon l'Agence française internationale de 2011, l'inclusion financière est un concept riche et multidimensionnel qui a connu une évolution sémantique significative depuis ses premières formulations dans les années 1990. Approche méthodologique qui concerne le terrain de l'étude, outils de collecte de données, méthode d'échantillonnage et choix de l'échantillon, et l'analyse des données. Le terrain d'étude limite le département du Sud-Est, plus précisément la commune de Cajamel, où est logé le siège social de la Caisse populaire Avenir de Cajamel. Cette étude adopte une approche mixte, à la fois quantitative et qualitative. Les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire administré à un échantillon de 60 participants, ainsi que d'entretiens, puis analysés afin d'évaluer l'incidence de la Caisse populaire Avenir de Cajamel dans l'inclusion financière sur le sud-est d'Haïti. Les données quantitatives ont été analysées à l'aide de statistiques descriptives, fréquences, pourcentage, tableaux, tandis que les données qualitatives ont fait l'objet d'une analyse de contenu afin d'interpréter les perceptions des participants. Nous avons présenté les résultats. Dans le tableau 3, on parle des retombées socio-économiques pour la CEPAC pour l'année 2019 à 2024. On parle de l'actif, crédit, épargne et l'excédent, sources financières. Pour le tableau 3, toujours concernant les résultats pour le tableau 4, on parle de la répartition des sociétaires suivant leur activité économique. Statut économique des sociétaires, fréquence, pourcentage. Pour les commerçants, on a une fréquence de 7, le pourcentage c'est 12%, agriculteurs 2, pourcentage 3%, fonctionnaires 16, pourcentage 26%, étudiants 6, pourcentage 10%, entrepreneurs 6, pourcentage 10% et autres 23, pourcentage 39% qui donne un total de 60 participants et le pourcentage représente 100%. Et toujours concernant les résultats, dans le tableau 5, on parle de la répartition des sociétaires suivant leur degré de satisfaction générale des services offerts par la Caisse populaire Avenir de Cajamel. Concernant la vérification de l'hypothèse, l'analyse des résultats montre que 98,3% des enquêtés affirment avoir accédé à un compte d'épargne ou à un crédit grâce à la CEPAC et que 53,3% déclarent une amélioration de leur situation économique depuis leur adhésion. Ces données confirment que les activités de la CEPAC, notamment l'octroi de crédit et la mobilisation de l'épargne, ont effectivement favorisé l'accès des populations vulnérables du Sud-Est aux services financiers de base. Concernant la conclusion et des pistes de recommandation, cette étude montre que
la CEPAC contribue positivement à l'inclusion financière en facilitant l'accès des populations aux services d'épargne et de crédit malgré certaines limites. Pour les pistes de recommandation, et je recommande à la Caisse populaire Avenue de Cajacmel de diversifier les produits financiers, de renforcer l'éducation financière des membres et faciliter l'accès au crédit. À l'État haïtien, de mettre en place des politiques publiques favorables au développement des institutions de microfinance, de renforcer le cadre réglementaire et soutenir les initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière, en particulier et dans les zones rurales. Un remerciement à vous de mettre votre attention. Je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions. Merci. Merci Jean-François pour ton exposé. Et puis le travail réalisé. Sans plus tarder, on va passer la parole au rapporteur, même si après lui, j'aurai peut-être quelques remarques également sur ton document. Dr. Petselimène. Oui, bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Jude. J'espère que tu vas bien, Jude. Tu nous as beaucoup manqué. Ah oui. Oui, alors, je dois dire que l'étudiant a fait un exposé très intéressant, très explicite en tout cas, avec une bonne présentation de son travail. À l'écrit, le document qu'il rend a quelques imperfections, mais on voit bien qu'il a tenté en permanence de respecter les règles. On voit bien qu'il a tout fait pour respecter les règles, même s'il y a quelques sorties de route, comme on dit en langage véhicule, en langage routier. Quelques sorties de route. C'est-à-dire, il oublie que, par exemple, les remerciements et les dédicaces doivent tenir dans une page, quoi, et non pas deux. Hein. Il fait quelques petites fautes d'orthographe. Et sur le fond qui ressemble à la forme aussi, en même temps, dans tous les chapitres, il prend trop de place et il met trop en évidence la notion de définition. Les chapitres ne sont pas faits pour lister une série de définitions. Hein. Il faut t'arranger pour que les définitions soient dans le corps du texte, comme que ce soit fluently, quoi, que ça découle de quelque chose. Quand tu parles de concept X, eh ben, le concept X rentre dans un raisonnement, dans un discours, dans un propos, et en même temps, tu définis ou tu précises, hein, tu rappelles hein, que le concept, c'est ceci, et non pas cela. Hein. Donc, je trouve que tu as accordé trop de place, et on voit la même chose au chapitre 1, 2, voire 3. Je ne me rappelle plus, puisque j'ai vu ça depuis 2-3 jours. Et donc, ça gêne un peu, trop de définitions. Ensuite, là aussi, je reviens un petit peu plus dans la forme, parmi les sorties de route, je trouve que l'étudiant oublie la notion d'équilibre, parfois, entre les chapitres, les sections, les paragraphes. Il n'a pas toujours été très strict avec la notion d'équilibre. Bien entendu, tout cela n'enlève rien à la qualité de travail, que je trouve très bien d'ailleurs, que je trouve un travail très intéressant et qui interpelle. Il fait une bonne présentation
des répondants, il présente bien son échantillon, il fait une bonne présentation des répondants. Seulement, je vais arrêter sur un certain nombre de questions que je veux lui poser. Mais avant de commencer les questions, je vais lui demander, dans le corps du texte, qu'est-ce qui s'est passé en 2023. Puisqu'en 2021, 22 et 23, on voit une sorte de point d'inflexion, notamment en page 18 et en page 24, notamment. On voit bien qu'il y a une reprise, mais l'étudiant ne justifie pas ou n'explique pas au lecteur pourquoi ce point d'inflexion en 2023. On le constate, mais il y a une raison. Et il faut qu'il nous dise pourquoi il y a ce point d'inflexion en 2023. Donc, normalement, quand on a une tendance, et puis paf, il y a un point d'inflexion, il faut qu'on nous dise au lecteur, il faut qu'on dise au lecteur, voilà, ce point d'inflexion est dû à ceci ou à cela. Autre remarque, tu as un côté, je dirais pas propagandiste, je dirais militant. Tu as un aspect militant, puisque tu dis que la présence de la caisse est irremplaçable. Irremplaçable. Donc, quand c'est irremplaçable, comme tu le sais, surtout pas en matière scientifique, nul n'est immortel et nul n'est irremplaçable. Et tous les gens irremplaçables, tu sais, comme moi, comme toi, comme tout le monde, tous les gens irremplaçables, un jour ou l'autre, ils seront quelque part et la vie va continuer. Donc, il ne faut pas employer ces termes-là dans les travaux scientifiques. Tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as une belle bibliographie. Parce que je dois dire que le travail de l'étudiant est bordé de bonnes références bibliographiques. Hein, on voit bien que l'étudiant a eu quelques lectures et quelques connaissances sur le thème. Donc, le terme irremplaçable, il ne faut pas l'utiliser comme ça, mais il faut trouver une manière en argumentant. C'est ça parfois qui a manqué, les arguments percutants, tu vois, comme les arguments pourquoi 2023, les chiffres s'améliorent, on dirait en tout cas. Alors, l'autre question, est-ce que tu penses que vraiment l'inclusion financière, puisque tu le dis très, très nettement, hein, tu ne prends pas de demi-mesure, hein, c'est pourquoi je parle de militantisme. Je dis que l'inclusion financière s'est améliorée depuis que la CEPAC, c'est le nom du sigle, la CEPAC est arrivée, mais tu ne dis pas pourquoi ça a favorisé l'inclusion financière. Merci de nous dire pourquoi le degré de satisfaction est aussi élevé. Parce que tu as un degré de satisfaction de plus de 90%, hein, ça m'échappe le chiffre exact, mais je crois que si mes souvenirs sont bons, c'est le taux de satisfaction de plus de 90%. Hein. Pour ne pas perdre de temps, je ne vais pas faire défiler sur mon écran la page, mais je parle d'un taux de satisfaction très élevé, sans jamais nous dire pourquoi ce taux est si élevé. Quelle est la particularité de la CEPAC pour avoir réalisé une telle performance. Et une autre remarque, dans ta page 36, quand tu donnes les recommandations, on ne sait pas si tu t'adresses à l'ensemble du secteur ou à la BRH. Parce que si tu t'adressais seulement
à la BRH, tu aurais dû mettre dans la phrase précédente, en guise de perspective et recommandation. Là aussi, il y a des coquilles et de recommandations. Là aussi, c'est une coquille par rapport aux différents résultats que nous avons obtenus dans le cadre de cette étude. Il se dégage sommairement les éléments suivants. 3 éléments suivants. Le premier élément, la BRH doit renforcer le cadre. Et le deuxième élément, développer une infrastructure nationale. Qui doit développer une infrastructure nationale? Est-ce que c'est quelque chose que tu dis comme ça vaguement? Est-ce que c'est la BRH? Dans ce cas-là, il faut le dire. Ou est-ce que c'est la CEPAC? Dans ce cas-là, il faut le dire. Mais il ne faut pas être vague comme ça. Développer une infrastructure nationale d'identité numérique, etc. Et puis, troisièmement, puisqu'il y a 3 recommandations, investir dans les infrastructures physiques et numériques qui, la BRH, la CEPAC, tu t'adresses à qui pour améliorer les choses à la CEPAC pour qu'elle puisse contribuer à l'environnement favorable au développement des services financiers. On ne voit pas à qui tu t'adresses dans tes perspectives. Bon, c'est vrai qu'en conclusion, on demande aux étudiants de nous donner des perspectives de développement de leurs travaux. Tu as donné quelques perspectives, mais on ne voit pas, toi qui connais le secteur, qui a travaillé dessus, on ne voit pas qui peut développer une infrastructure nationale, qui peut investir dans les infrastructures physiques numériques. On ne sait pas à qui tu t'adresses. Alors que dans la première recommandation, c'est clair, tu t'adresses à la BRH, qui doit renforcer le cadre réglementaire. Alors, tu dis que le cadre réglementaire n'est pas renforcé, il y a beaucoup de pays, de peu que je connais de la BRH, il y a beaucoup de pays qui auraient aimé avoir le cadre réglementaire de la BRH, je te signale. Mais tu ne dis pas en quoi c'est insuffisant et qu'il faut développer. On dirait que dans tes recommandations, tu fais une course en avant, une fuite en avant. C'est comme nos étudiants, quand ils parlent de la corruption, eh bien, il faut plus de lois, il faut créer plus de lois, plus de lois, plus de lois. Mais ils ne disent jamais, il faut appliquer les lois existantes, et qui sont déjà pas mal, je trouve. Il y a déjà pas mal d'institutions pour ça, pas mal de lois, mais elles sont, soit personne ne fait rien, soit les lois existantes n'existent pas. Alors c'est là où j'ai un petit souci avec tes perspectives. Voilà. Bon, pour l'instant, je voulais poser d'autres trucs, mais enfin, d'autres remarques ou d'autres questions. Pour l'instant, je passe la parole à d'autres et on verra si, à travers tes réponses, je pourrais avoir satisfaction et épargner d'autres charges. Allez, merci, Monsieur le Président. Merci, monsieur le rapporteur. Bon, je permets à l'étudiant de répondre tout de suite aux questions pour ne pas perdre de temps. Merci, Monsieur le Président. Je viens entendre les questions posées par le docteur Sédimen. Et c'est pourquoi, en 2023, les chiffres sont vraiment améliorés. Et pourquoi il y a un taux de satisfaction très élevé. La Caisse populaire Avenir de Cajatmel, CEPAC, a pris naissance dans un contexte difficile, en 2002, là où les coopératives de 12 à 14% posaient des problèmes à la population dans tout le pays. Eh bien, arrivé dans un contexte difficile et la Caisse populaire de Cajatmel se trouve placée à 15 km de la ville de Jacques. On a seulement 4 banques. On a la BNC, on a la Sogebank, on a la Unibank et le Capital. Cela veut dire quoi? Pour le déplacement des populations qui se trouvent placées dans les 4 sections
communal de la commune de Jacmel, les moyens sont difficiles. Eh bien, arrivé la CEPAC en 2002, eh bien, la CEPAC a fait l'intégration financière au lieu de l'exclusion financière. C'est pour cette raison que je dis que la satisfaction est très élevée aujourd'hui parce que là où je parle, la Caisse populaire Avenir de Kajatmel a près de 15 000 sociétés. Et nous avons un actif avoisinant 343 millions de gouttes. Eh bien, c'est pour cette raison que, après d'avoir collecté des données, eh bien, les données m'ont dit qu'il y a un taux de satisfaction qui est très élevé. Tu poursuis sur les autres questions. Il reste à attendre quoi? Pourquoi en 2023, les chiffres se sont améliorés? Et partant de 2019 à 2023, on a une crise économique. Mais lorsqu'on a ces crises économiques, les caisses populaires s'organisent toujours à accueillir leurs sociétaires dans les services de proximité. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de problèmes. D'abord, on a la question de coronavirus en 2020. On a la crise et la venue de la mort de notre président en 2021. Et on a en fait un tremblement de terre qui s'est produit dans le sud. Je ne me souviens pas la date exacte. Eh bien, la Caisse populaire Avenir de Kajatmel s'est organisée pendant les moments les plus difficiles pour accueillir leurs sociétés. Donc, il y a bien une raison qui explique le point d'inflexion. Alors, il y a bien une explication. Sur le point? Il y a bien une explication sur le point d'inflexion, sur le 2023. Il y a une explication. Le 2023, je ne me rappelle pas vraiment ce qui s'est passé. Alors, tu continues, hein? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que tu as fouillé pour voir pourquoi les 6% qui ne sont pas satisfaits, les 6-7% qui ne sont pas satisfaits, est-ce que tu sais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils reprochent? Qu'est-ce qu'ils disent, les 6-7%? Ce n'est pas beaucoup du tout. Je reconnais, j'admets, hein? Ce n'est pas beaucoup. Mais même les 6-7% qui ne sont pas satisfaits, ils ne sont pas satisfaits pourquoi? De quoi? Bon, ils disent souvent que parfois, lorsqu'ils viennent à la Caisse populaire Avenir de Kajatmel, ils n'ont pas reçu un accueil chaleureux. Et parfois, lorsqu'ils demandent un crédit, ça prend du temps. Et bien, puisqu'il y a une caisse populaire qui se trouve dans la commune de Marigot, c'est la CPRCM, et bien, la commune de Marigot se trouve à 9 km de la commune de Kajatmel. Eh bien, ils préfèrent aller prendre service à la CPRCM au lieu de venir à la CEPAC. Donc, tu es en train de dire que ce sont des clients exigeants. Oui, ce sont des clients très exigeants. Bon, mais continue, parce que le temps passe. Vas-y vite. Quoi dire encore, docteur? Je t'ai parlé de tes recommandations
Ah, oui, et Ben, il faut noter. Hein. Ah non, mais attends, écoute, quand tu fais un oral, tu as un stylo et tu as un non, papier, ok, un bloc, et tu notes concernant les les... questions. Tu notes les questions. Tu peux pas mettre tu notes les Oui, questions qu'on te pose et tu les passes en revue, les unes après les autres. On ne vient pas soutenir sans stylo, sans papier. Voilà, tu as la parole. concernant les recommandations, je fais deux recommandations. D'abord, une recommandation à la Caisse populaire avenue de Jacmel, spécialement aux dirigeants. Et la seconde recommandation, c'est à l'État haïtien. C'est vrai, la loi est du juillet 2022 donne et à la BRH et le plein contrôle des caisses populaires. Mais la recommandation est faite à l'État haïtien et c'est pour cette raison que je viens de dire que à l'État haïtien de mettre en place des politiques publiques favorables au développement des institutions de microfinance et renforcer le cadre réglementaire et soutenir les initiatives visant à promouvoir l'inclusion financière, en particulier dans les zones rurales. Et la recommandation est faite à l'État haïtien. Mais puisque la BRH joue un rôle eh bien, il revient à l'État haïtien de doter la BRH des instruments nécessaires pour pouvoir améliorer et OK. Donc, tu aurais dû mettre un tronc commun, un facteur, BRH, et puis tu aurais dû mettre 1, renforcer, 2, développer, 3, investir. Là, tu sais que les 3 thèmes concernent la BRH. Donc, il faut reformuler la fin de tes, la racine hein, et le tronc commun. Il faut mettre un facteur BRH. Et on sait que les 3 points concernent BRH. OK? Merci, Monsieur le Président, merci. Merci. Alors, avant de passer la parole au directeur de mémoire, je tiens à rappeler quelques éléments forts de correction à apporter avant tout dépôt final du document. Comme on l'a dit déjà, il y a des fautes. Il faut relire le travail attentivement et demander à quelqu'un, s'il le faut, de relire pour toi. Parce que tu as des formulations qui sont très, très lourdes, qui ne sont pas en bon français académique. Donc, je t'inviterai avec ton directeur à relire entièrement le travail, beaucoup de légèreté. Donc, voilà, je t'invite à faire attention. Il y a des problèmes d'accent, de ponctuation. Et je t'invite à faire attention à la manière de faire les citations, les références dans le corps de ton texte. Quand il s'agit d'une citation directe ou indirecte, il y a une manière de faire. Donc, je t'invite à vraiment regarder de plus près tout ce qui a été dit lors du cours de méthodologie. C'est pour te dire globalement, il faut aussi faire en sorte que ton travail puisse être conforme avec le canevas de l'IUS. Par exemple, la pagination des pages liminaires, moi, on a été clair pourtant. La table des matières, donc il y a des titres, sous-titres, numérotation de tableau et tout. Il faut passer tout ça en revue et vraiment respecter les choses. J'ai vu que tu fais exprès d'avoir beaucoup de décalage dans ton texte pour faire du remplissage. Quand on passe à la ligne, on ne peut pas avoir cet écart-là à chaque fois. Tu le fais systématiquement. Donc, il faut virer ces grands écarts du travail. Je comprends que tu voulais faire du remplissage, mais ce n'est pas conseillé. Donc, ta méthodologie, moi, je trouve qu'il y a un petit souci parce que tu n'as pas véritablement précisé ton échantillonnage. Hein? Est-ce que c'est stratifié, aléatoire, puisque tu travailles sur la caisse? Je suppose que tu disposais des registres, donc tu avais une idée exactement du nombre de sociétaires, etc. Donc, il faut préciser
hein, comment tu as fait pour sélectionner l'échantillon. D'accord? Il faut également clarifier la procédure de collecte de données. Comment tu as fait pour réaliser l'enquête? Donc, c'est important de le faire au niveau de dans la méthodologie. Sinon, on ne va pas comprendre forcément ce que tu veux dire. Autre élément, je trouve que tu n'as pas su interpréter les résultats. Pourquoi? Parce que tu ne fais aucun rapport, aucun lien avec tout ce qui est annoncé et même avec les dimensions théoriques. Tu as annoncé, par exemple, vouloir faire une régression logistique. Bon, mais où est-ce qu'elle est? Et il faut réaliser et interpréter. Et si tu l'as fait, peut-être tu ne l'avais pas encore ajouté, il faut le faire. Parce que sans ça, on ne va pas comprendre ce que tu veux démontrer. Donc, il faut assumer une analyse descriptive et qualitative. Ce côté qualitatif, visiblement, prend le dessus, même si tu as tendance à faire passer les opinions pour des données statistiques, pour des faits. Attention, attention. Au niveau de ta bibliographie, il faut revoir la bibliographie, il faut appliquer à la lettre le style à part, harmoniser les noms d'auteurs, parce que des fois tu changes des choses, vérifier les années, les titres, les sources, parce qu'il me semble que ton travail regorge de légèreté dans ce domaine. Moi, je t'inviterai à ajouter un court paragraphe méthodologique qui explique les limites de l'étude par rapport à la taille de l'échantillon, par rapport au biais de déclaration, parce que tu n'as pas encore justifié dans quelles conditions tu as collecté les données, mais je veux bien croire que pour les données qualitatives, on dirait qu'il y a des choses qui méritent d'être nuancées d'une certaine manière. Donc, je t'invite, avec sous la direction de ton du docteur Jude-Marie Saint-Martin, à véritablement revoir ces aspects-là. Et puis, tu as choisi une institution. Donc, tu ne peux pas non plus faire de généralisation. Tous les résultats à l'ensemble du Sud-Est. Non, ça ne peut pas être ainsi. Donc, évite les excès de zèle dans ton analyse et interprétation. Il faut, à mon avis, comment on peut dire, revoir tes recommandations, ou reformuler les recommandations, comme le rapporteur l'avait si bien dit. Bon, recommandations pour CEPAC, recommandations pour la BRH, recommandations pour les pouvoirs publics, partenaires locaux. À mon avis, il faut être très modeste, parce que en réalité, un travail de recherche concerne le côté académique, le monde académique. On peut avoir des pistes de réflexion pour comprendre mieux, pour faire des choses, mais pas dicter des règles de conduite, des actions directement à entreprendre. Et il faut éviter ces genres d'excès dans un travail de recherche, parce que la recherche ne vise pas ça. Ce n'est pas un travail commandité ou disons que c'est un diagnostic qui a été commandité par je ne sais qui, ou quelle institution. Non, il faut vraiment rester dans ce cadre de recherche pour ne pas donner l'impression, et c'est ce que j'aurais une question, c'est une question très simple. Pour comprendre ton excès de zèle, je vais te poser une question tout à l'heure, parce que j'ai deux autres remarques pour ne pas les oublier. Avant-dernière remarque, c'est au niveau de tes graphiques, en tout cas, il faut bien comprendre, dès qu'on a une illustration, il faut un titre précis, d'accord? Il faut que le corps de l'illustration soit lisible, d'accord? Et puis, en dessous, il y a les sources. Il faut bien indiquer les sources.
certaines fois, tu nous présentes double source. Tu commences un truc, tu vas à la ligne, tu mets quelque chose d'autre. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on fait au niveau académique, scientifique. Donc, je t'invite à revoir tout ça. Il faut à chaque fois, pour chaque graphique, analyse et interprétation, pour chaque illustration, tableau, graphique, peu importe, analyse et interprétation, parce que sans ça, ça ne va, c'est pas le lecteur qui doit chercher à comprendre. C'est à toi, dans ton texte, d'être explicite et de présenter les choses proprement. Donc, je t'invite à rédiger également une conclusion plus ferme, hein, parce que je trouve que ta conclusion manque d'éléments d'éléments fondamentaux. Par exemple, il faut rappeler la question. Recherche indique clairement si l'hypothèse a été confirmée partiellement ou totalement, d'accord? Et puis, tu vas ouvrir des perspectives, des pistes, hein, de recherche future, pas des recommandations du genre, la BRH doit faire ça, c'est pas, non, tu n'as pas ce pouvoir-là, tu n'as pas ce droit-là. Alors, j'ai une petite question pour comprendre ta situation. Tu fais partie de CEPAC, c'est bien ça? Tu es dirigeant? Oui. Ça me paraît évident. Je n'ai pas posé la question. C'est pourquoi je parlais de propagande et de... C'est terrible, c'est terrible. Donc, il faut vivre tout ça. Hein? Il faut nettoyer ces histoires de dire que oui, on est le plus... Alors, c'est pas... En tout cas, on est le plus beau, le plus charmant. Arrête avec ça. C'est un travail de recherche. Hein? C'est un travail de recherche. Il faut prendre du recul. D'ailleurs, la question est tout à l'heure, on comprend mieux pourquoi il n'y a que des gens qui envoient des fleurs, hein, à CEPAC. Il faut prendre du recul. Ça se voit dans ton texte. D'accord? Voilà. Et je passe la parole au directeur de mémoire qui pourra nous dire comment a été cette collaboration sans chercher à bon, Jude. Ok, merci, docteur Providence. Donc, je tiens à saluer donc docteur Fred et l'étudiant. Et je tiens à féliciter avant tout donc l'étudiant donc pour ce travail donc assez intéressant. Donc, j'invite l'étudiant donc à tenir compte de toutes les remarques qui sont vraiment pertinentes afin qu'il puisse peaufiner donc le texte, donc de respecter les règles de l'IUS en matière de rédaction de mémoire et ensuite d'essayer de sauver cette objectivité, bien que l'étudiant est membre dirigeant et de l'institution. Donc, mais il y a des outils méthodologiques, donc il y a des conseils méthodologiques et pour qu'on puisse garder donc l'objectivité. Mais à vrai dire, donc le travail de l'étudiant pourrait être mieux et en raison qu'il y avait une contrainte de temps, non pas de la part de l'étudiant, mais et c'était moi en effet donc la cause, parce que l'étudiant avait pris le temps nécessaire donc et de faire donc ces travaux à temps, mais à cause de certaines contraintes et à bon nombre d'occasions, j'avais pas pu réagir à temps. Et c'est pourquoi donc on a accumulé donc beaucoup de retard, surtout à cause de moi. Donc, mais donc avec un temps et beaucoup plus conséquent et plus, je dirais, plus ponctuel, l'étudiant pourrait donc produire mieux. Mais j'espère qu'il va tenir compte des remarques des membres du jury et de toutes les remarques, parce que toutes les remarques sont pertinentes, afin qu'il puisse normalement améliorer donc, le document, qui, à mon avis, en termes de contenu, est de très bonne facture, bien que, sur le plan de la forme en termes de rigueur académique, l'étudiant doit essayer de se détacher de son statut de dirigeant de la CEPAC afin qu'il puisse mettre le manteau scientifique, c'est-à-dire
et traiter le sujet avec la rigueur donc, et l'objectivité nécessaire. Et d'ailleurs, donc, l'échantillonnage qu'il veut normalement utiliser, ou du moins ce qu'il utilise dans son travail, c'est lui permettre au moins de choisir de manière peut-être aléatoire donc les clients, afin qu'ils puissent avoir donc, des opinions objectives donc, sur vraiment la performance et le service donc, de la CEPAC. Donc, je pense que l'étudiant doit se mettre donc, au boulot et je vais essayer de consacrer donc, un peu de temps. Donc, je vais essayer de répondre à temps afin qu'il puisse produire, donc, qu'il puisse améliorer donc, la qualité du document. Merci, Monsieur le Président. Voilà, merci. Nous approchons tout doucement vers la fin de la soutenance. On accorde 30 secondes à notre étudiant pour s'il a un mot avant de terminer. Je remercie tous les membres du jury, spécialement mon directeur de mémoire, le docteur Jules-Marie Saint-Martin, ainsi que le docteur Christophe Providence, qui m'avait doté des outils nécessaires dans le cours de la méthodologie à la préparation de la mémoire. Merci à vous et bonne journée. Merci. Ainsi s'achève la première séance du jour. On demande d'arrêter l'enregistrement.